qui n'est plus en latitude. Donc maintenant, si on traverse, donc on n'a pas de symétrie, donc le champ varie plutôt, l'inclinaison du champ magnétique varie plutôt constante, du nord vers le sud. C'est égal à 0 à l'équateur et 90%, 90 degrés, pardon, au pôle nord et moins 90 en par symétrie au pôle sud. Donc ce champ, le champ issu du noyau, le champ issu de la dynamo, du noyau terrestre, voilà. C'est-à-dire le champ principal est tout associé aux latitudes, voilà, et bien sûr au rayon de la Terre aussi. Ça dépend de l'endroit où il tourne, tout simplement. Quand on est à la surface d'un océan ou pour l'Himalaya, c'est pas la même chose, donc le potentiel varie aussi. Maintenant, après, si vous voulez compliquer, si vous voulez calculer le champ associé à un gisement d'hydrocarbures ou à un gisement de minerais, là, le champ va être développé en naine harmonique sphérique, et là, bien sûr, la composante Leigh de champ, même l'influence à la longitude, le basculement d'est-ouest, il est maintenu. Mais généralement, pour un champ géomagnétique global, on voit que le champ le plus simple, issu de l'effet dynamo, ce champ varie seulement par rapport à R et par rapport à θ, par rapport à la colatitude du point. Donc maintenant, ce modèle est très très simple, c'est le modèle le plus simple qu'on peut avoir. Mais après, les gens qui ont fait les calculs qui m'ont fait court, ils donnent les calculs, que ce soit par des données satellitaires ou la part des données de terrain. Il faut savoir que en fait, le pôle géographique, quand tu vois un dipôle centré, le pôle géographique, il est confondu au pôle magnétique. Donc, on suppose là que les deux pôles, que le pôle géographique et le pôle magnétique sont confondus. Voilà. Alors qu'en réalité, on essaie de donner les mesures de terrain, ça oublie le pôle magnétique diffère. Le pôle magnétique varie. Voilà. Le pôle géographique, c'est vrai qu'il est fixe, mais le pôle magnétique varie. Maintenant, il est à 11 degrés, à peu près côté nord-américain, c'est-à-dire l'Alaska, mais il varie. Donc, à partir de là, on s'est dit que le modèle axial centré, donc c'est un modèle qui ne répond pas à tout, donc il fallait compliquer un petit peu le modèle. Et à partir de là, on a mis un modèle qui est simple, mais moins simple que le premier. Donc, bien sûr, il faut toujours simplifier au maximum le modèle pour ne pas tomber sur des calculs monstres. Quoi. Donc, le modèle le plus simple après le modèle centré, qui représente le mieux le champ magnétique terrestre, c'est ce qu'on appelle le modèle dipôle centré. Donc, ce modèle, cette fois-ci, les développements en A, ce n'est pas des développements en 1 égale à 1 et 1 égale à 0, mais c'est 1 égale à 1. C'est 1 degré de développement. Voilà. Qui dit 1 degré dit un autre polynôme tel. Voilà. Le premier polynôme et le deuxième. Donc là aussi, l'expression, elle est, quand la même chose. 1 égale à 1, c'est-à-dire 1, vous avez 1, 0, 1, le développement de 1 égale à 0, 1 égale à 1, vous avez le développement 1 égale à 0, 1 égale à 1. Si vous le remplacez ici, si vous le remplacez de l'expression à dire, vous allez avoir une expression qui va être un petit peu plus compliquée que celle-ci. Voilà. Donc, c'est une équation un petit peu plus compliquée. Là, on a un seul coefficient de Gauss, voilà. Mais on a 1, 2, 3 coefficients de Gauss à calculer. J'ai un 0, j'ai un 1 et H1 à déduire en quelque sorte. Donc, l'expression est un petit peu plus compliquée, voilà, que la première. Et bien sûr, le champ va déduire de cette situation. Donc, à partir de là, vous allez dériver par rapport à R, θ et phi pour avoir les coordonnées X, Y, Z. Et là, on fait entrer en jeu, là, puisqu'on a phi, on fait entrer en jeu aussi là, la symétrie due à l'effet, donc dû à l'effet Est-Ouest. Donc, ça, c'est le modèle qui est le plus proche de la réalité. Donc, si on veut être très très simple, on choisit ce modèle pour des choses très très simples, d'une manière globale, si on veut faire des calculs globaux. Mais si on veut être un petit peu plus pointu, le modèle qui est le plus réaliste, c'est celui-ci. Donc, ce modèle correspond toujours à un dipôle magnétique, la même chose. On est toujours un élément incliné naturel, on a incliné un petit peu. Voilà. On a ajouté des termes situés au centre de la Terre, mais qui n'est plus aligné sur l'axe de rotation, il n'est plus aligné, mais Djebtuya de celle-ci. On voit donc qu'en développant une expression du potentiel géomagnétique V, R, θ et phi de l'ordre 1, on décrit plus de 95% des caractéristiques du champ magnétique terrestre. C'est-à-dire tout simplement, à Hada, on est à 90%, on peut approcher 90% du champ magnétique terrestre. Là, on approche le champ magnétique terrestre à 95%. Donc, on se rapproche un petit peu plus de la réalité. Et on tiendra
on retiendra sur cette diapo que le champ magnétique terrestre présente une morphologie principalement dipolaire. De plus à, à retenir ici, c'est que le champ soit incliné ou la le champ il est dipolaire, tout simplement. La Terre se comporte comme un aimant à deux pôles. Donc tous les ordres supérieurs de l'IGA, un égal à 2 avec des choses les plus compliquées, représentant ce qu'on appelle les champs non dipolaires. Donc, quand on si vous voulez développer un égal à 2, 3, donc les champs, c'est des champs non dipolaires. Les champs non dipolaires, donc ils ne sont pas dus à l'effet noyau, à l'effet dynamo, mais dû à un effet crustal, dû à un mouvement de fluide, etc. C'est vrai à des trucs non dipolaires. Donc là, on a parlé un petit peu du champ magnétique d'une manière globale. Maintenant, on va s'intéresser à ces composantes, soit non dipolaires ou les composantes issues du domaine crustal. Donc, on a deux champs magnétiques associés au noyau terrestre, c'est-à-dire à une profondeur de 6371 km. Donc, comment ce noyau peut générer un champ magnétique qui peut être mesuré en surface. Mais pour un géologue minier ou quelqu'un qui s'intéresse à la tectonique, par exemple, ou les gens qui s'intéressent au mouvement des fluides en général, aux ondes hydrothermales, etc. Donc, ce qui les intéresse le plus, c'est ce qui se passe à 1 km, 2 km, 3 km de profondeur, ou à 100 mètres, etc. Donc, le corps va répondre. Donc, les réponses, les coulements nasales, etc. Les pulmonaires, etc. C'est des réponses du corps, donc, qui sont visibles, visible en surface. La même chose aussi, donc la roche aussi réagit. Lorsque la roche est traversée par un champ magnétique, elle va réagir, donc elle va acquérir une alimentation, elle va reproduire son propre champ magnétique. Elle va réagir sous forme de champ magnétique. Bien sûr, il faut que cette roche soit conductrice, une roche résistante, donc le champ magnétique il يجوز عليها ويخرج qui مخرج. Donc il ne va pas avoir d'anomalie, donc il va pas avoir la roche ne va pas perturber le champ, elle ne va pas être perturbée aussi. Puisqu'elle n'est pas conductrice, donc ça n'intéresse, les champs magnétiques ne l'intéressent pas. Il y a les gens asymptomatiques. Le coronavirus, il y a des gens qui يدخلوا من الفيروس mais ça le moelle, donc ils ne réagissent pas, donc tant mieux. Donc c'est la même chose pour les roches résistantes. Donc on va s'intéresser à des roches conductrices, les comme les gisements lignés, ou là où on a des solutions hydrothermales, où on a des mouvements de fluide, où on a des roches réservoirs d'hydrocarbures, etc. Donc, ce genre de roches vont acquérir ce qu'on appelle une aimantation. Et cette aimantation aussi, elle est compliquée. Parce que oui. va acquérir une aimantation. Donc, elle va répondre, comme on a vu au premier semestre, mais surtout les hydrogéologues, c'est que j'aurais montré un échantillon de roches issues d'un forage, par exemple un échantillon de roches lalbiennes. Pour la roche en elle-même, elle est compliquée. يعني ما تسيبوش فيها غير par exemple الكالكير ما تسيبوش غير الكالكير تسيبوا لي الكالكير ou des intercalations d'argile تروحوا l'azote argileuse c'est botanique des grès etc. Donc la composition de la roche elle est complexe qui fait que l'aimantation associée à une roche terrestre c'est complexe aussi. Donc l'aimantation elle est compliquée, mais à partir des gens qui étudient le paléomagnétisme ou le magnétisme des roches ont permis de déduire qu'il existe sur une roche, on a une roche qui est conductrice, peut acquérir deux types d'aimantation, voilà, principale. Donc vous avez une aimantation induite, voilà, et une aimantation rémanente. C'est les deux types d'aimantation principales. Voilà. Donc l'aimantation induite, je suis au cours du début du premier semestre, donc l'aimantation induite, elle est proportionnelle au champ inducteur. Donc elle est associée au champ inducteur, le champ de départ, le champ du noyau. Voilà. Donc cette aimantation disparaît lorsqu'on supprime le champ magnétique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un champ magnétique qui change de direction, qui va dans une autre direction, l'aimantation de la roche, voilà. Donc lorsqu'on supprime l'aimantation, la roche, l'aimantation induite va être nulle aussi. Généralement, c'est l'aimantation, c'est-à-dire le champ, lorsque le champ induit décroît, l'alimentation induite décroît aussi. On peut pas, sauf en laboratoire, on peut supprimer
un champ primaire, mais dans la nature, dans le sous-sol, c'est l'intensité du champ qui varie. Donc, si vous avez une intensité du champ qui diminue, donc l'aimantation induite diminue aussi, donc elle est proportionnelle au premier champ, au champ primaire. Donc ça, c'est l'aimantation induite, donc elle varie temporellement en quelque sorte. Par exemple, si vous avez au moment de la formation d'une roche, vous avez par exemple des fluides, des juz'u alayha, donc vous avez un champ magnétique كبير, le fluide va se refroidir, par exemple le magma va se refroidir, ou un autre fluide va se refroidir, des gaz, etc. refroidiront, et donc le champ va diminuer d'intention, les couches de la roche diminuer, donc c'est une aimantation temporaire et associée à un phénomène géologique bien particulier. Mais l'autre aimantation qui nous intéresse lui, c'est l'aimantation rémanente. L'aimantation rémanente, c'est tout à fait le contraire. C'est vrai que c'est comme des enregistrements, qui mettent des enregistrements, la même chose. Donc, le qui met des enregistrements, dès que on termine, khalas koulouch. Mais quand vous enregistrez, donc vous laissez un enregistrement, donc vous pouvez revoir le fil de cette présentation. La même chose avec l'aimantation rémanente. Donc, la roche aussi peut acquérir une aimantation particulière, c'est qu'il dirait le champ, elle va enregistrer une aimantation qui met les UV le soleil, la potassium, etc. Donc, elle peut enregistrer et cette aimantation rémanente, donc, c'est sa formation, ça s'appelle le moment de la formation, c'est le moment où intense, en quelque sorte, le moment où le champ magnétique est intense. Voilà. Donc, et de la garder à travers des temps géologiques. Quand on parle de temps géologiques, on parle de millions d'années. Ici, une année l'azur, c'est des millions d'années. Donc, ici, on résume, on dit ainsi les matériaux constituant la croûte terrestre ont la capacité de porter ces deux aimantations simultanément. Donc, simultanément, vous avez une aimantation de l'huile et sur des champs magnétiques. Donc, elles acquièrent une aimantation tous les yetkil. Donc, qui va être là, ou qui est considéré un tkil dakhel, qui est associé à la roche, donc les champs tkil qui propose aussi, qui réagit sous forme de champs magnétiques secondaires. Voilà. Les champs principaux, c'est la superposition des deux. Principal dû au noyau et secondaire dû à la roche. C'est pour ça qu'on calcule, on essaie de voir les petites variations de champs magnétiques, c'est les quelques nanotesla. C'est les petites aimantations dues à la roche, c'est ce qui nous intéresse le plus, sinon aux dizaines de milliers de Tesla dues les balles pour toutes les roches. C'est-à-dire que chaque type de roche a sa propre réaction. Voilà. Les fers, une roche qui est minéralisée a une réaction, celle qui n'est pas minéralisée peut réagir différemment, etc. Donc, on vous dit que plongé dans un champ magnétique, la matière présentera trois types de comportements différents. Voilà. Même l'aimantation rémanente, elle diffère du type de roche. Donc, vous avez le diamagnétisme. Donc, dans ce cas, le corps prend une aimantation en sens inverse du champ appliqué. C'est-à-dire que le champ appliqué, par exemple, qui est djihad nord-sud, il y a l'aimantation qui est le vecteur est inverse, sud-nord. Voilà. Il y a déjà l'aimantation est-ouest. L'aimantation rémanente, ça va être ouest-est. Le vecteur va être inversé. Voilà. Et généralement, les corps diamagnétiques sont associés au liquide gazeux, ou l'air et le silice, le calcite, et même l'or. L'or aussi, c'est un corps diamagnétique. Donc, il va réagir en sens inverse du champ qui lui est arrivé. Voilà. Donc, il câble directement en quelque sorte. Mais il ne continue pas, son vecteur aimantation ne prend pas la direction du champ primaire, direction du champ magnétique terrestre, mais en sens inverse. Voilà. Donc, l'intensité va être, on va voir après que sur les cas de gisement d'or, l'intensité qu'on calcule est plutôt négative. Voilà. Les variations de champ sont plutôt négatives. Vous avez aussi les paramagnétismes, donc ce type de comportement concerne les corps contenant des atomes ou des ions de fer, c'est-à-dire que les corps ferreux, donc des atomes et des ions de fer, c'est-à-dire qu'on couche des minéraux, des atomes et des ions. Voilà. Donc, c'est des sursurniques qui marchent dans les ions. Par exemple, flow quand vous avez du déplacement d'ions, donc le déplacement d'ions dans un conducteur va créer un champ électrique. Ce champ électrique va créer aussi une aimantation d'un champ magnétique. Donc, ils prennent une aimantation positive dans le sens du champ magnétique. Donc, le plus important ici, c'est que l'aimantation, contrairement au diamagnétisme, elle est dans le sens, elle est parallèle au champ magnétique, elle est avec
le même sens. Et là, le champ magnétique primaire, il y a le nord et le sud, l'aimantation est nord-sud, etc. Et là, l'est et l'ouest, la même chose. Donc, cette aimantation est faible, elle est proportionnelle au champ appliqué. Elle est faible, elle est faible parce qu'elle suit l'aimantation, elle suit le champ ambiant, voilà. Et surtout, parce que là, on parle d'atomes ou d'ions de fer, c'est même de petites particules de fer. Donc, c'est pour ça que l'intensité de la magnétisation pour un corps de type paramagnétique est faible. Et vous avez le troisième, le ferromagnétisme. Là, c'est le fer, donc vous avez une quantité de fer assez importante. Donc, cette aimantation est beaucoup plus forte que dans les deux cas. Là, j'en ai du fer. Par exemple, lorsqu'on parle de gisement de fer, de gisement de magnétique, de gisement de calcopyrite, parce que tout calcopyrite, c'est bon du minerai de fer, des polymètres qui mal le plomb, le cuivre, etc. Donc, c'est